Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Très heureux, comme toujours, de vous retrouver dans le cadre de cette émission Profondeur qui va évoquer un sujet intéressant pour tout le monde, bien entendu, puisqu'il s'agit du potentiel agricole de notre pays. Alors, ceux qui veulent participer à l'émission, ce n'est pas difficile. Il suffit de vous inscrire et d'ailleurs, à la limite, de proposer un titre. Et le moment venu, vous ferez partie de notre équipée. Alors, je vous présente les personnes avec lesquelles je vais animer cette émission, tous d'ailleurs économistes. D'abord, je commence par M. Jean-Pierre Mongo. M. Jean-Pierre Mongo, bonsoir et bonjour. Bonjour. C'est marqué chez vous, consultant. Vous êtes économiste, c'est déjà ça, c'est connu. Monsieur Mbonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Vous savez, dans la chaleur de l'émission, on arrive parfois à oublier même les noms qui vous sont coutumiers. Enfin, Monsieur Ganzumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, Monsieur Kibambi. Nous allons aborder un sujet particulier. On n'a jamais parlé de l'économie quasiment dans cette émission. Aujourd'hui, on va évoquer quand même un peu le potentiel agricole de notre pays. Notre pays qui, semble-t-il, peut nourrir toute l'Afrique. Alors, première question, ce potentiel économique était et demeure important, mais nous ne l'exploitons pas, nous ne l'exploitons pas bien. Pendant la colonie, par exemple, nous étions premier exportateur de l'huile de palme. Si je me trompe, vous me corrigerez. Nous exportions beaucoup de caoutchouc, du café, du thé, beaucoup dans l'agriculture, à côté, bien entendu, du cuivre. Mais après les indépendances, ça commençait un peu à se réduire, même si, c'est vrai, on a encore continué à faire quelque chose. Aujourd'hui, on reprend d'autres expériences, par exemple au Kangalonzo. Si on commençait par la colonie, on exploitait beaucoup de choses. Comment et pourquoi à l'époque et pourquoi pas aujourd'hui? Monsieur Jean-Pierre Mongo. Très ramassé. La comparaison entre la colonie et aujourd'hui peut paraître un tout petit peu dangereuse quand on veut réfléchir sur un progrès économique ou une exploitation de potentiel agricole. La colonie avait une logique, la colonie avait une philosophie. La colonie a mis de la population et le système économique du Congo était intégré au système économique mondial via la Belgique. Et donc ce sont des grandes compagnies qui ont jeté leur dévolu sur notre pays pour planter du café, planter du cacao, planter de l'huile de palme, mais destiné au marché extérieur. Et donc la machine d'exportation respectait cette logique-là. Or, depuis que nous sommes détachés de cette logique, c'est-à-dire que les grandes compagnies comme Unilever, comme Lipton ou d'autres compagnies dans le monde n'existaient plus, ils sont partis, nous sommes revenus à notre propre réalité qui a eu un moment tampon, c'est-à-dire entre la fin des départs de ces grandes compagnies et aujourd'hui, où on poserait les questions plutôt différemment. Sommes-nous capables de produire notre nourriture? Parce que finalement, le sol, la terre, sert à produire de la nourriture ou des produits dérivés de l'agriculture. On les produit pour manger, on les produit pour exporter, pour le marché extérieur. Nous avons aujourd'hui plus de 40% de notre territoire qui est arable. Nous avons aujourd'hui près de 70% de la population qui est dans le secteur agricole. Nous y reviendrons. Ce que je veux faire remarquer, c'est qu'on a exporté dans une économie qui ne nous appartenait pas. On était des serviteurs de cette économie-là.
Et aujourd'hui, nous devons voir comment est-ce que nous sommes devenus maîtres de ces secteurs-là. À ce moment-là, on va trouver les causes pour lesquelles on n'exporte pas assez ou on ne produit pas assez. Monsieur Bodigaba. Oui, effectivement, on ne peut pas comparer les deux époques. Pas en tout. Parce que malgré tout, la logique de production n'a pas beaucoup changé. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a aussi ce même parcours. Ils ont continué à produire toujours davantage de café, du cacao, d'huile de palme, de coton, etc. Après l'accession à l'indépendance. Et nous, on a tué ce modèle-là, mais sans en créer un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus continué à mettre en valeur notre espace dédié à l'agriculture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons trouver effectivement un nouveau modèle, peut-être qui serait un peu la synthèse des deux, parce que nous devons continuer. Le Brésil s'industrialise, mais en même temps, il continue à exporter du café, etc. Donc, on peut trouver un modèle qui fasse la synthèse des deux. On produit pour l'exportation, mais également pour la consommation intérieure. Et donc là, comme notre ami vient de le dire, nous allons peut-être aller plus en détail après, mais sinon, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un modèle qui puisse nous permettre à la fois de valoriser la production paysanne, parce qu'il faut viser le paysan. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un paysan puisse vivre décemment de sa production, mais en même temps faire appel à des grands groupes comme ceux qu'il a cités, qui seraient intéressés à produire à grande échelle pour la consommation mondiale. Monsieur Garzouba. Si on doit se souvenir de ce qui s'est passé à l'époque coloniale, ce que je retiens, c'est ceci. Le système léopoldien perpétue chez nous l'économie des cueillettes qui servait aux populations du Congo. Je veux dire par là qu'ils ont privilégié l'ivoire. Or, l'ivoire, on va le chercher là où elle se trouve. Le caoutchouc, la même chose. Le premier caoutchouc était produit à partir des lianes naturelles qu'on trouvait naturellement dans la forêt équatoriale. Et chez nous, au Kwilu, il y avait une espèce de plantule qui donnait aussi du caoutchouc. On devait le battre très fortement pour avoir les quantités significatives pour correspondre, pour respecter les ratios fixés par les colonisateurs. Alors, les autres produits de consommation courante, j'ai fait des recherches qui m'ont amené à découvrir que le manioc, c'est un produit importé. Oui, tout à fait. Le manioc, qui est la nourriture, la base de nourriture de beaucoup de gens au Congo, c'est un produit qu'on a importé. La même chose pour le sorgho et des histoires comme ça qui sont venues du Moyen-Orient ou de l'Est, de l'Arabie ou des histoires comme ça. Alors, vous voyez bien, et lorsque les gens, je parle de mon extraction à moi, de là où je viens, les gens ne se nourrissaient pas convenablement. Il fallait pas il fallait se caler l'estomac que se nourrir. Or, quand vous regardez l'économie de cueillette, c'est-à-dire perpétuée et continuée par le pouvoir colonial, l'ivoire et le caoutchouc, l'EVA viendra un peu plus tard. C'est quand on a épousé les caoutchoucs naturels et puis pour un peu faire rabaisser la tension sur le pouvoir léopoldien qui coupait les mains si on n'avait pas atteint les ratios, et les travaux forcés des paysans, parce que tout ça n'était pas fait volontairement. C'est à ce moment-là qu'on introduit l'EVA pour un caoutchouc plus ou moins produit par la volonté humaine. Alors vous voyez que, ce sur quoi on a mis l'accent, c'est des produits qu'on trouvait naturellement dans la nature, c'est-à-dire l'ivoire et le caoutchouc.
Ensuite, les gens n'ayant pas besoin de se nourrir à l'occidental avec les nombres minimums de lipides, des glucides, des calories et tout ce que vous voulez, ils n'avaient pas de grands besoins de cultiver et tout ça, tout ça. Et ensuite, les produits de base ne sont pas propres aux habitants du Congo. Ils sont importés. Donc, on ne s'est pas beaucoup attaché à savoir quelles sont les maladies, quelles sont les époques. Ça n'a pas été accompagné par la science, sauf à partir de l'apparition de l'INEAC dans les années 30, etc. Donc, vous voyez que effectivement, maintenant, si on doit réfléchir, c'est sur beaucoup d'axes qu'on doit réfléchir. Que produire, pourquoi et comment, de façon, pour qui, pour nos populations internes, pour nos besoins personnels, ou bien pour les excédents, pour avoir les excédents à mettre sur le marché mondial. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Mongo, on ne peut pas non plus, enfin, c'est vrai ce que dit M. Gazumba, mais on peut quand même reconnaître qu'à un certain moment de la colonie, le colonisateur a été obligé ou a obligé les Congolais à cultiver de quoi satisfaire leur ventre à un certain moment. Non? Tout à fait, tout à fait. Je voudrais d'abord revenir sur une chose, c'est que, comme mon collègue a parlé de la Côte d'Ivoire, la rupture entre la Côte d'Ivoire et la France n'est pas la même qu'entre la Belgique et ici. Aujourd'hui, il subsiste encore en Côte d'Ivoire plus de 2000 sociétés de production agricole qui sont françaises. Donc nous, ils sont partis. C'est différent. La colonie avait une logique. Cette logique, c'est de produire tous les biens qui étaient exportés n'étaient pas destinés à la consommation congolaise. Mais pour pouvoir y arriver, il fallait que la main-d'œuvre puisse travailler normalement, vivre normalement, améliorer sa santé, son logement et sa qualité de vie. Donc, pendant la colonie, on a eu du food processing ici. Les gens ont mangé du corn beef produit au Congo, des sardines produites au Congo. Les gens ont mangé dans les magasins de l'Union minière, quand vous alliez dans les magasins de l'Union minière, la moitié des nourritures provenait du Congo même. Mais cette logique-là, c'était entretenir du personnel pour une production qui n'était pas destinée au marché congolais. Ça, on voit cette même logique dans nos voies de communication. Donc, toutes les voies de communication par voie ferrée sortent du pays. Nous n'avons pas une interconnexion intelligente par chemin de fer des différentes provinces. Nous avons des exutoires de matières premières, le cuivre du Katanga, le bois du Bandundu, le café, le cacao de la province de l'Équateur, et donc c'est le coton du Katanga, avec cette industrie Filtisaf à Kalemi, qui absorbait pratiquement tout le coton de la plaine de la Ruzizi et du Kasaï, et d'une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-Lomami et les Tanganyika. Donc il y avait là un poumon industriel qui était avec nous, sans être pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'à un certain moment, nous nous sommes focalisés sur le cuivre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que nous revenions un peu à cette logique d'exporter en même temps que nous satisfaisions nos besoins alimentaires? Oui, mais vous savez, comme l'a dit le collègue Mongo, en 60, chez nous, la rupture avec l'ancienne métropole est plus violente. Mais malgré cela, parce que justement le cuivre était vital pour eux, ils ont tout fait pour qu'au moins de ce côté-là, il n'y ait pas de perturbation. Là, les autres produits pouvaient souffrir des perturbations et des violences qu'il y a eu après, mais le cuivre, on a tout fait. On a créé la sécession pour que, au moins, cette partie reste sous le contrôle, sous leur emprise,
parce qu'ils craignaient que le chaos allait s'installer partout. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une rupture violente en 60 qui fait que bon, la reprise n'a pas été au rendez-vous. La preuve, c'est que toutes ces unités de production, on avait même des éleveurs de poules, des Européens qui élevaient des poules ici. Donc, ça veut dire que dans un pays comme la Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu cette rupture brutale, ils ont continué à prospérer. Aujourd'hui, peut-être qu'ils pourraient exporter même des poulets vers ici. Mais nous devons tout repenser, parce que maintenant, comme il n'est plus question de forcer les gens à aller cultiver telle ou telle culture, il faut maintenant motiver les gens pour qu'ils prennent goût et qu'ils trouvent leur intérêt dans ce travail-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devrions songer à créer des filières pour chaque article, chaque produit, de manière à ce que nous puissions maximiser les résultats, la valeur localement et libérer pour l'exportation ce qui peut l'être. Donc c'est toute une politique qu'il faut repenser et naturellement en y associant les pouvoirs décentralisés des provinces, parce que ça ne peut pas être pensé à Kinshasa, il faut que ce soit en association avec les entités provinciales qui sont en train de se mettre en place. Oui, je reviens un peu à M. Mongo. Mais après, cette rupture avait été violente, mais on a quand même vu pendant la Deuxième République des secteurs comme le café, comment je veux dire, faire des avancées significatives, en tout cas tout au moins intéressantes. Je dis pas, non, la colonisation a été brutale, mais le phénomène de désengagement industriel n'a pas été aussi brutal que ça. C'est l'aérianisation qui est venue donner une sorte de coup fatal au système économique qui existait et industriel à cette époque-là. Je pense avant tout, je vais répondre à la question. Quand on parle de l'agriculture, on parle des sols. Il y a des données, d'abord des données des sols. Donc, plus de 40% de notre territoire est cultivable. Nous avons une pluviométrie très agréable. Nous arrivons à 1000-1500 mm de pluie par an. Et pratiquement toute la République est arrosée. Parce que nous sommes autour de l'équateur, entre deux tropiques, et la zone méditerranéenne, enfin tempérée de l'Est. Donc à chaque fois, on peut parler agriculture en disant on est riche pour ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Roger, quand il dit que les gens se nourrissaient mal. On se nourrit mal quand on se compare à quelqu'un d'autre. Chaque peuple dans un environnement trouve sa nourriture en fonction des intempéries, du mode de logement. Celui qui est dans la montagne ne mange pas comme celui qui est dans la cuvette. L'agriculture vient à être un secteur important par le fait de la colonie, de l'alphabétisation, de l'enseignement, de l'éducation, et interpelle les modes de production, les méthodes de production. Dans le schéma qu'il a développé tout à l'heure, le paysan cultive peu et dépend beaucoup de la nature. Et en progressant, il fait des champs, mais il ne peut pas aller au-delà de là où il peut aller à pied. C'est là que vient la notion de rendement, la notion de productivité. Il faut produire mieux et produire plus. À ce moment-là, on commence à parler, quand on parle des données des territoires, des données, donc le potentiel que nous avons, le climat. Maintenant, la population, la colonie a réussi à la mettre au travail pour produire sa nourriture. Nous sommes toujours dans cette obligation-là. Et le premier principe de base, avant de parler de l'agriculture, c'est de savoir comment les gens qui dirigent un espace donné produisent de la nourriture pour leur population. Les provinces, par exemple.
ça serait les provinces, ça serait les localités, ça serait les collectivités. Un chef d'un groupe d'hommes doit avoir comme première tâche de s'assurer que ces gens-là mangent. Tout le reste découle de ça. Et donc, dans ce qui est notre pays, plusieurs politiques ont été appliquées pour pouvoir améliorer l'agriculture. Parce qu'on ne va pas exporter nécessairement le café aujourd'hui. On exporte des mangues, on exporte des goyaves, on exporte toute une série de choses qui sont acceptées au marché international et qui peut-être à cette époque-là n'étaient pas acceptées. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, la première des choses, après avoir maîtrisé les données agricoles, les données des populations, parce qu'il y a une fierté que je vois dans certains collègues que je rencontre ici à Kinshasa, dans le fait d'avoir énormément d'enfants, mais c'est une contribution à la pauvreté collective. Si on ne surveille pas, qu'est-ce qu'on va manger et comment est-ce qu'on va le produire. Donc la première tâche, sur les 70% de la population, et M. Mboniga l'a dit tout à l'heure, comment on améliore la vie des 70% des gens. Est-ce que vous avez une idée de combien est-ce qu'ils produisent dans la République, les 70%? C'est environ, aujourd'hui, d'après les données de notre Institut de statistiques, qui date de 2003, c'est environ 20 millions de tonnes de nourriture pour plus que 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, les exportations agricoles sont tombées en 95 de 350 millions de dollars à 4 millions de dollars. De 350 en quelle année? 95. 1995. 1995. Donc ça signifie que il faut se poser la question, on ne produit pas suffisamment pour nous et on n'améliore pas suffisamment pour aller sur le marché international qui a des exigences de ce qu'on produit. Donc, une des premières choses, et on va voler à la colonie une tâche qui était valable à l'époque, c'est que il faut celui qui cultive une terre ou celui qui élève du bétail, il est fermier sur sa terre. Il n'est pas fermier en ville et revient de temps en temps sur sa ferme. Or, on a tendance à croire que pour augmenter la productivité agricole, il faut donner des tracteurs déjà qui sont en ville pour aller cultiver à la campagne. C'est la campagne qu'il faut valoriser. C'est les revenus qu'il faut augmenter là-bas. Et pour ça, une des premières tâches, qui est apparue d'ailleurs dans beaucoup de politiques agricoles de notre pays, c'est de refaire l'école agricole. L'école agricole a des modules qui ne sont pas très longs. Oui, mais d'accord, monsieur. Enfin, on y reviendra peut-être à ce moment-là. Oui, monsieur Mongo, très bien, revaloriser les campagnes. Oui, mais pour revaloriser les campagnes, encore faudrait-il qu'on puisse avoir des routes pour l'acheminement de tous ces produits. Premier principe de base, Conclusion. vous devez nourrir votre province. Qu'est-ce qu'il faut pour nourrir votre province? Il faut, des investissements, ce sont des machines, généralement, ce sont des capitaux. Deuxième, si je prends le plan classique, deuxième chose, il faut des hommes en bonne santé. Ça, c'est le capital humain. Troisième chose, ce sont des institutions et une justice équitable. Les institutions, c'est la commune. C'est l'endroit où on peut venir chercher un vétérinaire à la commune. C'est l'endroit où on peut venir dire, tiens, il y a une loi ou un règlement qui supporte le paysanat pour augmenter la productivité. Donc, les quantités et la qualité produites par unité de facteurs qu'on introduit dedans. D'accord. Monsieur Gazumba. Mon ami Mongo il a parlé de valorisation à un moment donné. Or, et il a dit aussi que celui qui cultive la terre doit y trouver un intérêt. Elle doit lui appartenir pour qu'il puisse en jouir et dépendre de ce qu'il en tire. Or, quand vous regardez dans notre système traditionnel, la terre n'est pas la propriété des individus qui la peuplent. Il y a des chefs de terre, il y a des propriétaires de terre. Les autres ne sont quasiment que des usufruitiers. D'accord? Et maintenant, moi je me rappelle, parce que j'ai été au champ avec ma mère, elle ne cultivait pas le même terrain.
2 fois de suite. Donc il y en avait qui étaient laissés en jachère. Mais ça retourne à la propriété collective. Donc elle n'avait pas des terres à elle, elle cultivait sur des terres appartenant à la communauté. Alors, ceci dit, il y a un autre fait qui a compliqué les choses dans notre pays, c'est que à un moment donné, il y a un député du nom de Bakazika qui a pris une loi en disant que le sol et les sous-sols appartenaient à l'État. Donc, sans contrepartie pour les ayants droit traditionnels. Il n'y a pas de contrepartie, que ce soit dans les grandes entreprises qui s'installent, ou c'est l'État qui décide, le ministre à Kinshasa décide de ceci, de cela, de l'attribution de tel droit à telle compagnie, ceci dans le prolongement de ce qui se faisait du temps colonial. Il n'y a aucune différence. D'accord ? Sauf qu'au lieu que ce soit le Belge qui le fasse, c'est le ministre à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin, qui le fait. Mais les conséquences sont plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire que les paysans ne sont pas intéressés à ce qu'ils font, puisqu'il n'y a rien qui leur appartient en propre. Ceci dit, nourrir sa population, c'est bien beau, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui existait qu'on n'a pas remplacé. Moi, je me rappelle dans les années 50, pour quitter le milieu coutumier pour aller en milieu extra-coutumier, comme on l'appelait, il fallait justifier d'une superficie plantée. Avec l'indépendance et la liberté accordée à tout le monde, cette obligation n'ayant pas été remplacée, c'est-à-dire que dans les campagnes, les gens ne font quasiment plus rien, puisque les travaux forcés n'existent plus. Et l'intéressement économique est nul, donc les produits de première nécessité n'attirent pas beaucoup d'efforts de la part des habitants. Alors vous voyez que il faudrait effectivement, comme on l'a dit au début de cette émission, réfléchir à remplacer le système colonial par un autre système viable qui nous convienne, qui convienne à nos populations pour remplir les obligations objectifs qui sont nourrir la population, mettre les excédents sur le marché international pour avoir le plus de revenus en interne ou en externe, etc. Merci, monsieur. Mais je retiens quand même, je vous demanderai un commentaire là-dessus, je retiens quand même que l'agriculteur ne doit pas rester en ville quand même. Parce que les Belges restaient là-bas pour surveiller le tout, mais depuis la Deuxième République, effectivement, les tracteurs, on les donne à ceux qui restent en ville pour que, je ne sais pas, en tout cas, depuis que ce mode a été mis en route, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu changement, monsieur Bonigaba. Oui, manifestement, on a perdu de vue que, effectivement, il fallait que l'agriculteur soit celui qui est sur son sol et qui le travaille. Et la meilleure politique aurait été de créer les conditions qui permettent à chaque agriculteur de vivre réellement de son travail. Vous savez qu'avec les recherches agronomiques faites ici chez nous, mais qui ont profité à d'autres pays, on est arrivé à mettre en valeur une variété de pommes de terre qui peut permettre de produire 40 tonnes à l'hectare. Bon, un simple paysan peut cultiver 1 hectare. On n'a pas besoin de plusieurs ouvriers pour ça. Donc, on donne à un paysan la possibilité de produire, on la récolte c'est au moins 3 fois par an. Tous les 3 mois, il récolte. Donc, s'il produit 120 tonnes de pommes de terre à l'hectare, mais ce monsieur-là, moi, j'ai vu en Belgique comment des paysans qui avaient justement des espaces réduits comme ça avaient des voitures de luxe dans leur garage. J'ai compris qu'effectivement, là-bas, avec leur politique agricole commune, ils ont réussi à valoriser le travail des agriculteurs à tel point que 120 tonnes de pommes de terre par an, même si le kilo est à $1, ce qui est loin de ça, de ça vrai, quand vous allez acheter,
ça fait 120 000 dollars de chiffre d'affaires pour un ouvrier. Et donc, si on y était allé de cette façon-là, en créant des coopératives, de manière à bien encadrer ces gens-là, parce que les tracteurs, ailleurs, ce n'est pas chaque individu qui acquiert un tracteur. C'est un tracteur qui travaille pour plusieurs. Donc, si on avait mis en place une politique qui mettait en valeur surtout cette logique de regrouper et de faire en sorte que le paysan ne soit pas tenté d'aller chercher ailleurs, parce que son revenu, d'ailleurs, ce sont les citadins qui chercheraient à rentrer à la campagne. Alors, je vais demander à M. Mongo, vous venez de vivre une expérience où les paysans travaillent et vendent leurs produits et ils en profitent. C'est dans le Bandundu, je crois. Oui. Avant de revenir là-dessus, le paysan qui cultive des patates ou du manioc, il le mange, il donne à ses voisins. Pour avoir des devises, on utilise des produits qui sont vendables sur le marché international. L'expérience de Bandundu, et puis après j'enclencherai avec l'expérience sur le Kivu. Au Bandundu, à un moment donné, vous l'avez tous constaté d'ailleurs, quand vous êtes sur la route Kikwit ou sur la route Bas-Congo, vous rencontrez que des gros camions qui transportent du charbon. Aujourd'hui, pour avoir du charbon, on a déjà dépassé Kikwit. On a déjà dépassé Bachamba, on est presque à la Luang. On coupe la forêt primaire pour le Makala par manque de planification énergétique. Et donc, à un moment donné, on a créé la cité de Mampou pour essayer de planter des acacias qui servaient à la production de Makala et stabiliser en même temps le sol, tout en évitant d'aller couper la forêt primaire. Mais les gens qui ont acquis Mampou étaient tous des seigneurs de Kinshasa. Et au bout de quelques années, ça ne marche plus bien. C'est maintenant une autre expérience qui est en train de se vivre à Kingawa. À Kingawa, qui est Mongata, et la route qui va vers Bandunduville, là où on fait le péage pour aller à Kikwit. Et là, au bord de la Kwango, on a donné des parcelles à des paysans. Les gens qui sont intéressés leur donnent des semences pour faire des palmeraies. Mais les paysans, ils font du manioc, ils font de l'arachide. Et là, il y a une sorte de centrale de formation, où il y a une école agricole qui leur apprend les méthodes actuelles pour la maîtrise du sol, la maîtrise du temps et l'augmentation de la productivité de leur activité. Et il y a des garages, et il y a pour les tracteurs qui ne travaillent pas pour une seule personne, ou qui travaillent pour plusieurs individus. Ça, c'est une expérience paysanne qui est une expérience à suivre. La même chose se passe avec l'ITA au Kivu. Je pense que vous savez que maintenant, il y a le plus grand centre agronomique de l'Afrique tropicale, c'était Yangambi. Après, les gens de Yangambi sont partis pour des raisons politiques ou de non-vision dans notre pays. Ils sont partis à Ibadan. Ils ont fait un très grand centre agronomique tropical à Ibadan au Nigeria. Maintenant, comme ce centre a été dirigé par des Congolais, ils ont créé des antennes. Là, il y a l'antenne de Nairobi, mais l'autre antenne pour l'Afrique centrale se trouve à Bukavu. Et là, on apprend aux gens à cultiver du café, mais en même temps de rentabiliser le manioc en dessous du café. Donc en même temps, ils vont avoir de l'agriculture vivrière, mais aussi ils vont avoir une petite, quelque chose qui leur apporte du produit qui va sur le marché international, le café. On pourrait imaginer, parce qu'on a parlé de coton, si on fait d'abord des politiques agricoles. C'est là votre conclusion, oui. Devrait d'abord tenir compte des aspects agricoles du pays. Nous ne sommes pas tous dans la même situation géographique, même si nous avons la pluie, même si nous avons les terres. Il y en a qui sont en montagne, il y en a qui sont en forêt, il y en a qui sont en savane. Je ne pense pas, c'est l'article 204 de la Constitution, dans son alinéa 20, qui dit que les programmes agricoles, désormais, sont des programmes faisables par les provinces, qui doivent suivre la règle de l'État, mais c'est les provinces qui en sont responsables. Aujourd'hui, chaque province est responsable de son aménagement agricole, de la gestion de sa richesse foncière,
et de la répartition des zones habitables, les zones arides, les zones cultivables. Et donc, pourquoi ne pas penser demain, à part le fait, pour attirer les gens à se stabiliser, parce que si on ne stabilise pas 70% là où ils vivent, tous ces 70% vont venir dans les grandes agglomérations qui deviennent invivables. Prenez le cas de Sao Paulo avant qu'on crée Brasilia, ou la nouvelle capitale de l'Argentine avant qu'on crée Buenos Aires. Donc, nous allons nous trouver dans une asphyxie impossible. Et donc, les routes agricoles, les moyens énergétiques et tout ça partent du fait que la volonté politique dans une province est d'abord de dire j'ai autant de population, je dois manger. Merci. Il ne me reste plus que beaucoup de gens. Une petite conclusion, c'est une émission qui doit absolument avoir une suite, parce qu'on va également parler des expériences récentes, comme Bukanga-Lonzo, qui peut-être pourrait-on les étendre partout. Pourquoi pas? Même si c'était une petite conclusion provisoire, je reviendrai toujours à ce qu'on a toujours vu ici. Il y a un type d'organisation globale à mettre en place pour que tout cela puisse devenir enfin possible et que les provinces deviennent effectivement des unités qui prennent des initiatives, parce qu'elles auront tous les moyens pour le faire. Monsieur Gazumba. Vous avez entendu dans tout ce qui s'est développé ici qu'on doit savoir ce qu'on fait. En regardant un documentaire sur la dernière guerre mondiale en Angleterre, Churchill se faisait accompagner d'un professeur de Oxford, qu'il appelait d'ailleurs prof, pour lui donner des orientations quant à l'armement qu'il fallait inventer pour vaincre le Troisième Reich. Alors maintenant, quand on compare ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé du temps de la colonie, tout le monde se souvient ici que pour donner une impulsion à l'agriculture coloniale, il a fallu qu'auprès du ministre de la colonie à Bruxelles, on crée une direction de l'agriculture. C'est elle qui a défini la politique de l'agriculture, du paysanat, et tout ce qu'on a connu dans ce pays. Et ensuite, on a créé des mécanismes scientifiques d'accompagnement. Il y a eu les expériences de l'INEAC à Yangambi et à Lula, au Bas-Congo, et à Kiyaka, chez nous, au Kwilu. Alors, vous voyez bien que dans ce qui se fait maintenant, il n'y a plus de jonction entre la science et le développement. Je vais citer un exemple rapidement. Je vis dans cette ville depuis 1962. Et j'étais à l'internat chez les frères des écoles chrétiennes à Kalina, à la Gombe. Et tout le long de l'avenue Sergent Moquet, les mamans plantent tous les ans les arachides. Mais à aucun moment, j'ai vu qu'elles avaient l'assistance du moniteur agricole pour aller leur dire cette terre s'est appauvrie, vous ne pouvez plus planter les arachides sans amender le sol, etc. etc. Donc, quelque part, l'État doit pouvoir accompagner les provinces et les populations à mieux s'exprimer dans ce domaine agricole. Conclusion, parce qu'on a vraiment fini. Oui. C'est-à-dire qu'il provoque quelque chose, peut-être qu'on continuera ce débat après. Quand on va dans une démocratie comme on est en train d'y aller aujourd'hui, il faut respecter les trois piliers qui sont la politique et la compétition politique, l'économie et la compétition économique, mais aussi la science avec les rénovations technologiques. Et donc, l'INEAC, c'était des centres de recherche. Il y a Mulungu, il y a Yangambi. Ne les citez pas, vous faites des minutes. Donc, il faut de la recherche, mais il faut de l'agronomie appliquée. Donc, il faudra même revoir la politique publique de l'enseignement. Aujourd'hui, on doit absorber, il faut se poser la question, aujourd'hui, quand on sort de n'importe quel angle de ce pays, chacun vous demande du travail. Donc, le secteur de l'agriculture est absorbeur pour l'emploi. Et donc, il faut le conjuguer avec une volonté de politique de l'enseignement pour que la vulgarisation et la création des fermes privées de nos jeunes
pour qu'ils produisent de la nourriture, hein, soit fait par des gens qui se professionnalisent et qui gagnent leur vie avec ça. Maintenant, pour terminer, je parlais peut-être un peu de Bukanga Alonso. Vraiment, oui, Bukanga Alonso, vous ne pouvez pas ne pas aimer Bukanga Alonso et rêver de Unilever. C'est des investissements privés extérieurs dont on a besoin. Comment vont-ils se faire? Mais si on doit faire des productions de masse ou des productions d'exportation de type coton, cacao et autres, on a besoin d'attirer des investissements privés extérieurs. Et donc si Bukanga Alonso et d'autres s'inscrivent dans cette logique-là, mais c'est quelque chose de très bien. Très bien, voilà, mes chers amis, un sujet peut-être ardu pour certains, mais je ne pense pas qu'il ait été ardu parce que on a besoin de manger, hein, pour vivre. Au moment où nous parlons de crise, ce sont des sujets comme ça qui peuvent donner des idées aux parlementaires, à tous ceux qui sont intéressés par la chose, afin que ce pays aille et continue à aller de l'avant. Ceux qui veulent prendre part à cette émission, ils n'ont qu'à nous contacter et ils seront les bienvenus. Merci M. Jean-Pierre Mongo, merci M. Bonigaba, merci M. Gadzumba d'être venu sur ce plateau pour donner les informations à notre population en ce qui concerne l'agriculture. À la semaine prochaine. Bonsoir. Bonjour.